Le mardi 9 novembre 2004, après 2 jours de quasi-guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, les militaires français et les manifestants ivoiriens se retrouvent face à face, en plein cœur d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Vers 16h15, l'armée française ouvre le feu. Ces images sont filmées par la télévision ivoirienne. Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés selon Abidjan. Dans les jours qui suivent la fusillade, les autorités françaises donnent plusieurs versions des faits. Michel Alliot-Marie n'évoque pas les tirs français. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Le général Poncet, qui dirige l'armée en Côte d'Ivoire, admet les tirs français, mais seulement pour riposter. Des tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant bien évidemment de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Le chef de la gendarmerie ivoirienne que nous avons interviewé lance la polémique. Il accuse le colonel français qui dirigeait les opérations à l'hôtel Ivoire d'avoir provoqué la fusillade. Il a donné l'ordre de tirer. Il n'y avait pas de tir auparavant. Il n'y avait pas eu un seul coup de feu avant que les militaires français commencent à tirer. Et c'est ils n'ont pas tiré au hasard, les militaires français. C'est leur chef de corps qui a donné l'ordre de tirer. En réplique, le chef d'état-major français monte au créneau avec une nouvelle version des faits. Nous avons eu le sentiment d'un bout à l'autre que ce fameux colonel de gendarmerie qui accuse aujourd'hui l'armée française, avait en réalité cherché à provoquer l'incident. Que ce sont les gendarmes ivoiriens qui ont cherché à se saisir à un moment de certains de nos soldats pour les envoyer dans la foule. Et c'est là que nous avons dû ouvrir le feu, après les tirs de sommation. Pour tenter de s'y retrouver entre ces différentes versions, nous sommes retournés enquêter à Abidjan, 1 mois après la fusillade. Très vite, nous avons retrouvé un journaliste ivoirien qui dit avoir filmé toute la journée de la fusillade. Il nous emmène dans l'hôtel Ivoire. Au premier étage se trouvent les bureaux d'une station de télévision privée, fermée depuis 20 mois faute de crédit. Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ses cassettes. 2 heures d'images inédites qui permettent de retracer l'enchaînement des faits ce fameux mardi 9 novembre 2004. C'est nous qui avons réalisé le montage. Ce jour-là, les chars français sont stationnés autour de l'hôtel Ivoire. Ils tiennent la position depuis la veille. Les manifestants qui ont passé la nuit sur place déambulent sur l'esplanade. La caméra filme depuis le premier étage, depuis les bureaux de la télévision privée. La foule est de plus en plus compacte. L'armée française a disposé des barbelés pour empêcher les manifestants d'avancer. Le caméraman descend dans le hall de la tour Ivoire. Il filme les militaires français visiblement détendus. Nous sommes 7 heures avant la fusillade. Dehors, l'ambiance est bon enfant. Beaucoup de femmes et des jeunes qui jouent à la guerre avec des armes en bois. Les manifestants enlèvent une partie des barbelés posés par l'armée française. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président Gbagbo. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et des bateaux les ont acheminés par la lagune vers le camp militaire du 43e BIMA.
La tour de l'Hôtel Ivoire, avec ses 24 étages, est une véritable tour de contrôle sur le centre-ville d'Abidjan. Deux heures avant la fusillade, la tension monte d'un cran. Les manifestants sont au contact des blindés français. Le service d'ordre des jeunes patriotes a du mal à contenir la foule qui pousse. On ne voit pas de manifestants armés, mais la foule est de plus en plus excitée. La situation difficile mais sera gérable. Une demi-heure avant la fusillade, les conciliabules continuent entre le commandant français et le chef des gendarmes ivoiriens. C'est comme si j'étais venu vous demander de tirer. D'accord, vous comprenez. Oui, donc jusqu'à présent, vous n'avez pas tiré. Depuis le matin jusqu'à présent, vous n'avez pas tiré. Laissez-nous, on va gérer ensemble, vous et moi, vous pouvez laisser ensemble. Maintenant, si vous avez le projet de tirer, je me retire et puis je vous laisse tirer. Non, mais le projet, c'est qu'on arrive ensemble à repousser les jeunes. Donc, on va jouer cette hypothèse. Très bien. Maintenant, nous-mêmes là, réunissez tous vos hommes, on va les pousser. Il faut qu'on laisse de l'espace là. Réunissez-moi tous vos hommes, je ne les vois pas, vos hommes. Réunissez-moi tous vos hommes, on va parler jusqu'au soir, on n'a pas avancé. Réunissez-moi tous vos hommes, on va les pousser. Tout à coup, la fusillade commence. Le caméraman coupe sa caméra en se mettant à couvert. Au ralenti, on voit les militaires français reculer et on devine au loin les manifestants qui avancent. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi les Français ont-ils tiré? Nous avons retrouvé John Jay, le présentateur ivoirien, un mois après la fusillade. Non, mais moi, c'est vrai, Sur le parking de l'Hôtel Ivoire, il se trouvait à une trentaine de mètres des premiers militaires qui ont ouvert le feu. Selon lui, tout a basculé quand des manifestants ivoiriens ont submergé le dispositif français. Ça a commencé à chauffer à partir de là. Vous savez là, il y avait des soldats français qui étaient en face de la foule qui était ici. Vous comprenez? Donc plus la foule venait, personne ne pouvait le contenir. Donc les gendarmes français ivoiriens se sont repliés. C'est là que les soldats français ont commencé à tirer. C'était tir de sommation. Qu'est-ce que ça a été? C'est eux qui ont tiré. Nous avons sollicité une interview de l'armée française qui a refusé car elle préfère tourner la page. On n'arrivait pas à éloigner cette foule qui de plus en plus était débordante. Sur ma gauche, 3 de nos véhicules étaient déjà immergés dans la foule. Un manifestant grimpe sur un de mes chars et arme la mitrailleuse 7,62. Un de mes hommes fait un tir d'intimidation dans sa direction. L'individu redescend aussitôt du blindé. Le coup de feu déclenche une fusillade. L'ensemble de mes hommes fait des tirs uniquement d'intimidation. On se rapproche de la vérité. Reste une question. Comment des tirs d'intimidation ont-ils fait 16 morts et 76 blessés par balle, selon une enquête du journal français Le Parisien? D'après l'armée française, la fusillade a duré environ 1 minute. 2000 projectiles ont été tirés. Dans la foule, c'est la panique. Sur un escalier, on entrevoit un amas de corps, probablement des blessés. Un jeune homme au crâne éclaté gît à quelques mètres des militaires français. Un quart d'heure après la fusillade, les militaires français commencent à quitter l'Hôtel Ivoire. On ne voit pas de ressortissants civils évacués, mais du matériel lourd, notamment des lance-roquettes. Les blindés français quittent l'hôtel sous les applaudissements des manifestants. Dans la précipitation, les Français ont laissé derrière eux du matériel. Et surtout, grosse bourde, ils ont oublié l'un de leurs ordinateurs. On voit ces ordinateurs dans les images filmées le matin de la fusillade par le journaliste ivoirien. L'ordinateur contient une présentation de tous les armements français en Côte d'Ivoire, les matériels de transmission et l'organisation des troupes.
Il contient aussi des centaines de fiches sur les principales personnalités ivoiriennes, en commençant par le président Gbagbo. Sa vie est détaillée jusqu'aux plaques d'immatriculation de ses voitures banalisées. Chaque personnage est méthodiquement répertorié. Ethnie, influence, indice de pouvoir, réseau, environnement familial et passion, un vrai CV. Du travail de renseignement classique en pays étrangers. Beaucoup de fiches sont d'ailleurs de simples compilations d'articles de journaux ivoiriens. Quelques documents sont plus gênants. Ce chef d'entreprise français, par exemple, son nom et ses coordonnées sont mentionnés, il est présenté comme prônant un renversement du pouvoir actuel. Cette fiche est celle d'un Ivoirien qui fait partie du premier cercle de Laurent Gbagbo. Il a rencontré les Français en secret. Conclusion de l'armée, il est fort opposé à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il est prêt à coopérer et à évacuer ses enfants vers la France en cas de problème. Tout le contenu de cet ordinateur a été remis au président Gbagbo le surlendemain de la fusillade à l'Hôtel Ivoire. Nous profitons d'une interview pour interroger le président ivoirien. J'ai vu en tout cas le paquet de fiches qui me concernait. C'est pas du tout rassurant. Même le blindage de mes voitures est marqué là-dessus. Ça vous a surpris que les Français fassent des fiches de renseignement comme ça, confidentielles sur vous Mais on a peur quand on voit le blindage de sa voiture, de sa voiture. Je veux dire, bon, c'est ça. Et vous avez interpellé Paris sur ce... Non. Vous savez, moi, j'interpelle très peu les gens. Je constate et puis bon, je mène ma petite vie tranquillement.